Nous débutons ce premier épisode retraçant l'histoire de la famille Frottier par une balade dans le parc du château. Nous ne parlerons pas des phénomènes paranormaux du château de Fougeray, mais seulement des familles ayant occupé les lieux. Vous remarquerez que les deux se rejoignent parfois, car les différentes communications obtenues par les propriétaires en spiritisme coïncident avec des faits historiques. Nous retrouvons notamment Floridas, dont tous les habitués du château ont entendu parler lors de visites. Les explications fournies sur les familles en lien avec le domaine de Fougeray, fief ou bâtiment, sont le fruit de longues recherches historiques et généalogiques. Ces données sont toutes sourcées, issues de différentes archives, livres ou encore cartes, rien n'est inventé. Maintenant, un petit préambule pour planter le décor. Les faits que j'énonce dans cette vidéo se déroulent entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Durant les époques médiévales, un fief est un domaine noble, une terre, un bien ou un revenu immobilier, mais toujours concédé par un seigneur à un vassal. Le vassal est donc une personne liée par serment d'allégeance et d'hommage à un seigneur. Le seigneur remet à celui-ci une terre avec ses paysans et tous les revenus attachés en échange d'obligations, de fidélité mutuelle, de protection de la part du seigneur ou en rétribution de service de la part du vassal. Et le seigneur en retour lui reconnaît la propriété du fief. Ainsi va se dessiner une organisation de territoire en fief et se développer une aristocratie foncière qui va contribuer à l'affirmation des grandes principautés territoriales de France et de Navarre. Les devoirs du vassal varient aussi selon le type de fief concédé par son seigneur, que ce soit pour l'argent, le pouvoir ou la justice. L'aide militaire est cependant la plus répandue. Le vassal a obligation de prêter main forte au seigneur et celui-ci doit souvent devenir chevalier de fête, posséder une armure et une monture de combat. Le vassal n'en sera que plus offensif s'il s'affranchit des pouvoirs territoriaux des grands seigneurs, comtes ou ducs. Et il impose ainsi son droit de commandement à tous les sujets alentours. D'autres vassaux, quant à eux, s'arrangent pour accumuler les fiefs. C'est le cas de certains membres de la famille Frottier. Territoire et population constituent ainsi les domaines des grandes familles féodales. Enfin, la transmission d'un fief aux héritiers n'étant pas naturelle, l'héritier qui désirait reprendre le fief de son père devait s'en remettre à son seigneur. Au fil du temps, le fief devint transmissible moyennant taxe, mais la transmission de fief se fait également via les alliances matrimoniales ou les guerres. L'évolution politique est donc conditionnée par la lutte de pouvoir entre ces grandes familles. C'est ainsi que la société féodale a nourri le champ des convoitises et des rivalités pendant fort longtemps. À cette époque, en plus de la féodalité et des châteaux forts, la civilisation médiévale a été fortement marquée par l'influence de l'Église qui régente la vie des populations. L'envergure et la qualité des cathédrales et des abbayes médiévales traduisent bien cette puissance. Durant les prochaines minutes, château et terre, mais aussi les chevaliers, seront les héros de l'époque médiévale, grandement récompensés pour leurs compétences. Maintenant, entrons dans l'histoire. La famille Frottier est une famille des plus considérables de l'ancienne noblesse du Poitou. Cette ancienne province comprend les actuels départements de la Vendée, le Bas-Poitou, les Deux-Sèvres et la Vienne, au Poitou, ainsi que des parties nord-est de la Charente-Maritime, nord de la Charente et ouest de la Haute-Vienne. L'origine de cette ancienne noblesse est incertaine. Il est aussi possible qu'elle soit originaire du Languedoc où le nom de Frottier est connu dès l'an 1202. Et cette famille serait ensuite probablement passée en Poitou et en Saintonge. Le nom Frottier provient de la combinaison de mots germains frode et harde, qui signifie prudent et aguerri. Ce sobriquet était attribué aux guerriers expérimentés. On comprend donc aisément pourquoi leur devise est « nul ne s'y frotte ». Aujourd'hui, elle s'apparente à « qui s'y frotte s'y pique ». La famille Frottier a donné naissance à 3 branches. Chacune d'elles a un blason. Il s'agissait à l'origine de reconnaître sur le champ de bataille ou lors de joutes les ennemis et les alliés. Et comme les soldats portaient le plus souvent des armures leur dissimulant le corps et le visage, ils prirent l'habitude de montrer sur leurs boucliers ou sur des bannières des dessins aux couleurs vives faciles à reconnaître. Les Frottier ont eux aussi écrit l'histoire à l'ombre de grands personnages. On les retrouve ainsi jalonnant l'histoire de France. Au Xe siècle, Frottier II était évêque de Poitiers entre 900 et 936. Il est dit parent du comte de Poitiers Guillaume d'Aquitaine.
il a consacré la fin de sa vie à la restauration du monastère de Saint-Cyprien de Poitiers. Un Gauthier-Frottier est cité en 1040 dans les chartes de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély en Charente-Maritime. On sait qu'il se défie entièrement de ses biens pour restaurer l'abbaye. Le nom de la famille Frottier figure aussi dans de nombreuses chartes des XIIe et XIVe siècles. Pierre Frottier, originaire de Melle, chevalier croisé, est mentionné pour avoir accompagné Alphonse, comte de Poitiers, afin de rejoindre son frère, le roi Saint-Louis, à la croisade entamée en 1248. Il signa en 1249 la charte de Damiette en Égypte. La prise de Damiette par l'armée du roi Louis IX dit Saint-Louis est un épisode guerrier de la 7e croisade. Il s'agit de prendre le port qui ouvre la voie vers le Caire. En juin 1249, Louis IX et son armée vont s'emparer de la ville pratiquement sans combattre. De nombreux officiers de mérite, dont plusieurs ont été tués à l'ennemi, des pages de roi de France, des gentilshommes de la chambre du roi, et d'autres étaient chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont plusieurs commandeurs. Cet ordre religieux, catholique, hospitalier et militaire, a existé à l'époque des croisades jusqu'au début du XIXe siècle. À la suite de la disparition de l'ordre du Temple en 1314, les hospitaliers reçoivent les biens des Templiers, ce qui fait de l'ordre le plus puissant de la chrétienté. Puis on retrouve un Jean Frottier, varlet. C'est un jeune noble placé en service auprès d'un seigneur pour faire l'apprentissage de la chevalerie. Ce dernier était vassal de Mingot de Melle en 1340. Et c'est l'ancêtre des Frottiers propriétaires du château de Fougeray. Benjamin Léonard Louis Frottier est un militaire et homme politique français. Il sert dans les armées du roi et devient capitaine de dragons dans le régiment de la Rochefoucauld. En 1779, il s'unit à Justine de Saint-Georges de Vérac. Le marquis n'avait pas 19 ans et la petite mariée tout juste 13. Ce fut une de ces unions, comme il s'en faisait beaucoup alors, contractée prématurément et sans autre souci que de satisfaire à certaines convenances de fortune et de situation. À l'issue de la cérémonie, la jeune mariée réintégra le couvent où elle faisait son éducation, tandis que le jeune marquis montait en voiture avec son beau-père, nommé récemment ministre plénipotentiaire près de l'impératrice de Russie, et il partait pour Saint-Pétersbourg. L'année suivante, en 1780, il fut admis aux honneurs de la cour. Et c'est entre 1789 et 1791 qu'il est élu député de la noblesse aux États généraux. Il prit des positions très libérales, en particulier contre les privilèges du clergé, où il présida en 1790 la commission chargée de la liquidation des biens de celui-ci. Il en profite au passage pour racheter quelques biens du clergé. En 1793, Benjamin Léonard Frottier venait de divorcer de Justine Saint-Georges de Vérac, dont il avait eu un fils. Sa famille a peu apprécié ce divorce et cette mésalliance. Pendant la Révolution, bon nombre de membres de la noblesse ont choisi d'émigrer pour échapper à un triste sort. Ce ne fut pas le cas du marquis de la Coste-Messelière. Prudemment, Robespierre étant toujours là et la terreur faisant rage, il disparaît momentanément dans la clandestinité en 1794. 6 mois après son divorce, il épouse sous un faux nom une roturière à Wissous dans l'Essonne. Le marié se déclare être Benjamin Éléonore Louis Frottier Lacoste, âgé de 33 ans. Les recherches généalogiques ont dévoilé l'identité du noble fuyard, se faisant passer pour un honnête laboureur. Sans tomber dans le sentimentalisme, le parcours romanesque du marquis semble indiquer une véritable histoire d'amour entre celui-ci et sa deuxième femme épousée très peu de temps après son divorce. Sa réapparition publique tardive en serait aussi une autre preuve. Il semble certain que les habitants de Wissous ont protégé le couple clandestin, lui permettant de couler des jours tranquilles dans la commune en attendant des jours meilleurs. Après la chute de Robespierre, il continue à vivre à Wissous sous son nom d'emprunt et ne quitte la commune que 6 ans après s'y être réfugié. Il met toujours la Révolution à son profit, acquérant de nombreux biens nationaux en Poitou. Partisan de Bonaparte, il réapparaît alors sous sa véritable identité et est nommé sous-préfet de Melle en 1800, puis préfet de l'Allier en 1802. Membre de la Légion d'honneur, il meurt subitement à Moulins, à son poste, le 3 juillet 1806.
Henri Frottier de la Messelière est titulaire d'une licence en droit et il a un doctorat ès sciences politiques et économiques. C'est un historien et généalogiste connu pour ses travaux sur les familles bretonnes. Il s'est établi à Saint-Brieuc en Côte-d'Armor. Il participa à la Première Guerre mondiale, mais étant âgé de 37 ans, il est affectué au 74e régiment d'infanterie territoriale, au dépôt des prisonniers de guerre. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour ses nombreux ouvrages de haute valeur artistique et historique qui ont rendu de grands services sur le plan culturel, patriotique et artistique. Il fit d'ailleurs don de toutes ses notes aux archives départementales des Côtes-d'Armor. Jacques-Marie Frottier de la Messelière est docteur en droit et avocat près de la cour d'appel de Poitiers. Il est capitaine d'infanterie, également chevalier de la Légion d'honneur, et il est mort pour la France le 9 mars 1916 à la bataille de Verdun. À la mobilisation d'août 1914, il intègre le 68e régiment d'infanterie territoriale comme lieutenant. Petite anecdote, Paul Robin, père d'Alice, est également au 68e RIT en tant que sergent. Je ne sais pas s'ils étaient dans le même bataillon ou la même compagnie. Même si le régiment d'infanterie territoriale est réservé aux soldats de 34 à 49 ans, considérés comme trop âgés et plus assez entraînés pour intégrer un régiment d'armée active ou de réserve, les territoriaux, initialement chargés de différents services de garde, ont joué un grand rôle pendant la Grande Guerre, notamment sur le front même. Et c'est en mars 1915 que Jacques-Marie Frottier intègre le 90e régiment d'infanterie, promu capitaine de relève, et part pour le front. Mais c'est en novembre 1915 que Jacques-Marie Frottier change de régiment et passe au 153e régiment d'infanterie. Il va prendre part à la bataille de Verdun dès février 1916. Les Allemands, las de voir la guerre se prolonger, étonnés de la vitalité des soldats et bousculés par leurs récentes attaques, décident d'en finir et concentrent toutes leurs forces. La bataille de Verdun commence. Les lignes françaises sont submergées, les vagues ennemies approchent de la citadelle de Douaumont, la situation est angoissante. Le 153e, amené en auto, est jeté avec toute la division au devant de l'ennemi avec la mission de tenir coûte que coûte. Le 9 mars, la compagnie résiste d'une manière splendide aux attaques 20 fois répétées de l'assaillant et donne ainsi le temps au 3e bataillon d'intervenir. Et c'est en réponse à une vive attaque de la fin de la matinée que plusieurs compagnies lancent une contre-attaque à la nuit tombée dans la neige. L'ensemble des soldats, à 19h30, parvient sur certains points à quelques mètres de la tranchée perdue en matinée. Mais le feu des mitrailleuses et le jet de liquide enflammé les empêchent de se jeter dans cette tranchée dont la garnison est précisément doublée du fait d'une relève. À 20h30, pourtant, tout est terminé. Ils ont bloqué l'ennemi allemand, la ruée allemande qui avait paru invincible est malgré tout arrêtée. De ce succès splendide, le 153e régiment peut revendiquer sa belle part. 1200 des siens furent tués ou blessés ce soir-là. Le capitaine Marie-Jacques Frottier de la Messelière fait partie de ceux-là. Geoffroy Frottier de Bagneux est diplômé ingénieur agricole. Il est admis à l'école de cavalerie de Saumur en 1936. Il est également volontaire français. Il a participé à la libération de la France dans les forces françaises libres à l'appel du 18 juin sous les ordres du général Leclerc. À l'appel du général de Gaulle, il s'engage en 1940 dans les forces françaises libres en Angleterre. Lors de la guerre, il est cité pour être calme, courageux, pondéré en toute occasion, de jour comme de nuit, au quotidien comme au combat. Il est affecté à la 2e division blindée débarquée en Normandie et participe au combat de la Libération. Il a également exercé la fonction d'attaché militaire au cabinet du général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, à Paris en 1945. Il décède accidentellement en 1973. Loin de tous les honneurs qu'elle refusait pour avoir simplement fait son devoir de citoyenne, Geneviève Augry, née Frottier de la Messelière, est une grande dame des premiers moments de la résistance française sous l'occupation. Dès le début de la guerre, sa famille, qui a déjà payé un lourd tribut lors de la Première Guerre mondiale, entre en résistance et son château à Caux, en zone libre, va servir aux réfugiés mosellans et à camoufler du matériel de guerre. Geneviève Augry ne recule pas à apprendre le maniement des armes, à passer des courriers et des informations multiples pour Londres, au risque et péril de sa vie, et durant de nombreuses et parfois très longues virées nocturnes, à bicyclette. Toujours chargée de documents précieux comme les plans du camp d'aviation de Poitiers-Biard ou à faire passer des personnes en zone libre.
La Vienne libérée en 1944, elle entrera au 125e régiment d'infanterie comme sergent-chef et infirmière pour se battre dans la poche de résistance allemande de Saint-Nazaire. De retour à la vie normale, lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville de Poitiers, elle refusa une médaille qu'on devait lui remettre, estimant avoir fait les choses quand il le fallait. Elle se plaisait de dire « on a camouflé beaucoup de monde, des étudiants, des appelés au STO, des évadés. Chacun faisait à son niveau ce qu'il pouvait. » Remontons maintenant le temps pour retrouver les ancêtres de Floridas. Pierre, vassal de Mingot de Mel, est donc le plus vieil ancêtre que j'ai trouvé des Frottiers. Puis on retrouve Jean Ier, son fils, né vers 1305, également vassal de Mingot de Mel, mais également baron de Gascougnol, avoué dans les Deux-Sèvres. Jean de Frottier était écuyer, seigneur de Chambonneau et de Melzéar. Il obtint la seigneurie de Chambonneau par son alliance avec Mao de Vivonne, qui détenait également quelques fiefs en Deux-Sèvres. La seigneurie de Chambonneau, au XIIIe siècle, n'était qu'une motte féodale au sommet de la colline. Le château de Chambonneau, quant à lui, est un château fort à Gizeh, dans la Vienne, qui fut construit sur ordre de Philippe VI de Valois, au début du XIVe, par Jean Frottier et son épouse Mao de Vivonne. Il servait de lieu de défense au pied de la colline afin de profiter de la proximité de la rivière pour mettre les douves en eau. Les tours atteignaient 17 mètres de haut et le donjon carré 36 mètres de haut. Les armoiries rapportées au-dessus du portail d'entrée sont celles des Frottiers, seigneurs du lieu à partir de 1345. Au lendemain de la bataille de Poitiers en 1356, le roi Jean II le Bon, ancien comte de Poitou, fut capturé par les Anglais. Il aurait passé sa première nuit de captivité enfermé dans la salle basse de la tour d'entrée. En 1396, la famille Frottier confirme l'hommage pour Chambonneau. Et sous Louis XI, des temps plus calmes permirent d'entreprendre des travaux afin de rendre le château plus confortable. Le fief de Melzéar, à Pézé-le-Thor, dans les Deux-Sèvres, est connu depuis le début du XIVe siècle. Il ne passa aux mains des Frottiers qu'à la fin du XIVe. Jean III Frottier, son fils, dit le Jeune, le grand-père de Floridas, était seigneur de Saint-Faziol, Boisvinet, Miséry, Melzéar, puis Bourrassier, etc. Il avait tous ses fiefs en Deux-Sèvres, autour de Mel, au sud-est de Niort. Il était premier écuyer de corps et premier sommelier de corps du duc Louis Ier d'Orléans, frère cadet du roi Charles VI en 1393. Le premier écuyer de corps commande la petite écurie du roi ou du prince, c'est-à-dire que les chevaux dont le roi se sert le plus souvent, les carrosses, les calèches. Le sommelier de corps, lui, avait pour fonction de s'occuper des habits du duc, du roi, puis il devient chambellan. C'est un officier de la cour chargé de tout ce qui concernait le service intérieur de la chambre du roi. La marque distinctive de l'emploi de chambellan était une clé attachée à la poche droite de l'habit. Il est fort probable que le chevalier qui se présente dans une des tours du château de Fougeray soit un des ancêtres de Floridas. Pierre Frottier, fils aîné de Jean III, était seigneur de nombreux fiefs, repris en hommage au décès de son père. Toujours seigneur de Saint-Faziol, en Pouffon, dans les Deux-Sèvres, de Melzéar, en Pézé-le-Thor, dans les Deux-Sèvres, de Miséry en Chaille, dans les Deux-Sèvres, baron du Blanc, dans l'Indre, seigneur de la Messelière, de la Coste, de Perret et de Fougeray, dans la Vienne, vicomte de Montbas, dans le comté de la Marche, baron d'Azelle-Ferron, dans l'Indre, et baron de Preuilly, dans l'Indre-et-Loire. Mais la puissance de Pierre Frottier allait bien au-delà de ses fiefs. Jusqu'alors valet d'écurie, il mène une vie de débauche et détruit abbaye et église. Son père Jean, ayant officié comme écuyer auprès du frère du roi, les Frottier avaient leurs entrées à la cour. C'est ainsi que peu après le décès de son père, il est écuyer du roi Charles VI. La vie et la carrière de Pierre Frottier se situent dans un contexte historique violent et profondément agité. L'action s'exerce en pleine guerre de succession entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France au cours de la guerre de Cent Ans, opposant entre 1337 et 1453 la dynastie des Plantagenets à celle des Valois. Pierre Frottier présente un des exemples de dévouement des anciens officiers du roi Charles VI, fidèles à la couronne de France, qui furent désignés par le roi pour sauvegarder et protéger le jeune dauphin Charles de Ponthieu, futur roi Charles VII. En mai 1418, le mécontentement gronde contre les gens du comte d'Armagnac qui font régner la terreur.
Dans la nuit du 28 au 29 mai, une violente émeute chasse les Armagnacs de Paris. Le dauphin Charles de Ponthieu, futur Charles VII, est visé pour enlèvement. Le jeune Charles est réveillé en catastrophe par des gens qui le roulent dans une couverture, le jettent sur un cheval et l'entraînent hors de la ville. La monture est celle de Pierre Frottier. Il part avec le dauphin sur le dos. S'attirant ainsi les bonnes grâces du dauphin de France, en lui sauvant la vie, il devient son premier écuyer. Il est alors nommé capitaine de la garde ayant en charge la protection du dauphin. Le futur roi le couvre de cadeaux et le convertit même au catholicisme. C'est vers 1419 qu'il fait édifier son château de Melzéar sur ses terres, dont aujourd'hui ne subsiste qu'une tour de l'ancienne bâtisse féodale. Pierre Frottier, ce gentilhomme poitevin, peut être signalé comme un spécimen type de ces nobles aventuriers, officiers de fortune, qui pullulaient au XVe siècle. Loi, religion, droit, morale, discipline lui étaient profondément étrangers. Sans autre Dieu que la force, sans autre foi qu'en son épée. Frottier n'hésita pas à construire, dans la boue d'une vie effrénée, sa fortune acquise au milieu du sang, et notamment le sang du duc de Bourgogne. Lors d'une entrevue en 1419, entre le futur roi Charles VII et le duc Jean sans peur, il participa avec d'autres conseillers à l'assassinat du duc de Bourgogne. Il épouse le 6 avril 1421 une jeune fille issue d'un milieu très riche, Marguerite de Preuilly. Ils auront 2 fils, dont Georges, l'aîné, décède sans descendance, et Préjean Frottier. Marguerite devint héritière de Preuilly au décès de sa sœur aînée. Par ce mariage, Pierre Frottier devint une personne très puissante, une personnalité très crainte à la petite cour de Bourges par son opulence, mais aussi par les complots incessants qu'il tissait. Frottier a une grande influence sur Charles VII à partir de 1422. Avec 2 de ses collègues, Tanguy du Chastel et Jean Louvet, il détient le pouvoir du gouvernement de la France libre et vole le dauphin démuni de volonté. Il fut nommé alors grand maître de l'écurie du roi Charles VII. C'est peu de temps après qu'il remet en état le château de Preuilly et en renforce même la défense en augmentant ses fortifications. Il achève ainsi la restauration du château du Lion, commencée par un aïeul de son épouse. Aujourd'hui, ce monument féodal construit en bois n'existe plus. Voulant montrer sa puissance, Pierre Frottier introduisait des fous dans l'église paroissiale de sa seigneurie de Preuilly. Il menait en dérision au milieu des rues l'abbé et il contraignait ses meuniers et ceux de l'abbé de Preuilly à jouter entre eux sur des ânes. Pour construire les tours de son château, il démolissait les bâtiments en pierre possédés et occupés par ses vassaux, se servant de ces bâtiments comme de carrières. Frottier bravait enfin le roi lui-même et déclarait au surplus qu'il était lui, baron, pape, empereur et roi en sa terre. En 1423, Antoine de Preuilly, l'oncle paternel de son épouse, veut récupérer le château de Preuilly occupé par Pierre Frottier. Un long procès entre membres de la famille de Preuilly va alors en résulter. Il monte en grade et devient sénéchal du Poitou en 1424. Le sénéchal est un officier au service du roi, chargé de la justice seigneuriale, haute, moyenne ou basse. Il présidait habituellement les plaides de la seigneurie. La cour se réunissait régulièrement pour régler les litiges survenus dans le ressort de sa seigneurie privée ou royale. Peu scrupuleux, confondant trop souvent avec les siens les deniers de sa charge et sur les conseils d'Arthur de Richemont, le roi limogea Pierre Frottier. Il dut abandonner la fonction de grand maître de l'écurie en 1425 sans avoir fait apurer ses comptes. C'est en 1440 qu'il reçoit une lettre du roi, le dispensant de soumettre ses comptes à vérification et lui reconnaissant une gestion conforme aux obligations avec des charges de responsabilité. En 1444, après 20 ans d'exil dans son château de Preuilly, le roi Charles VII l'a rétabli dans ses fonctions en reconnaissance de son constant dévouement à la couronne. Au cours de l'exil de son ancien conseiller, Charles VII conserve toute son amitié à Pierre Frottier et lui confie le tutorat de la princesse Jeanne de Valois, sa fille illégitime et orpheline d'Agnès Sorel, depuis son berceau. Jeanne de Valois quittera Preuilly à l'adolescence pour rejoindre la cour. Celle-ci était destinée à épouser Préjean Frottier, son fils. Mais à la mort de Charles VII, Louis XI en a décidé autrement. Pierre Frottier reçut tout de même une indemnité de 6 000 écus d'or comme dédommagement des frais qu'il avait eus pour nourrir et élever l'enfant.
C'est ainsi que symboliquement le chevalier Pierre Frottier, baron de Preuilly, âgé de 60 ans, fut désigné pour commander le défilé royal de Rouen du 10 novembre 1449, lors de la libération de Normandie, après la défaite des troupes anglaises. Il était à la tête de 600 hommes d'armes. Il poussa même la complaisance envers le roi jusqu'à accéder en 1452 à une faveur que ce dernier voulait accorder à sa maîtresse Antoinette de Maignelet. Pierre Frottier consentit en échange de l'abandon de leurs droits féodaux sur le vicomté de la Guerche en Touraine, propriété de l'époux de la favorite, à recevoir en dédommagement avec son fils Préjean le droit de haute, moyenne et basse justice sur la terre de Melzéar. La haute justice ou justice de sang concernait toutes les affaires civiles et criminelles pouvant relever de la peine de mort à l'exception des cas royaux. La moyenne justice concernait les affaires civiles et les actes criminels de moindre importance où n'intervenait pas la peine de mort, et la basse justice concernait les délits mineurs punis essentiellement par des amendes. Pierre Frottier est mort en 1459 dans le fief des Frottiers où il y met se retirer, le château de Melzéar, peu après le temps de sa mission à Nantes auprès du duc de Bretagne. Il est inhumé en l'abbaye de Preuilly auprès de son épouse, Marguerite de Preuilly. Hélas, le tombeau de la famille a été profané au temps des guerres de religion au XVIe siècle et il n'en reste plus que le portrait en marbre de Pierre Frottier conservé par la famille. L'histoire lui a rendu justice en dépit des graves accusations retenues contre lui par les chroniqueurs bourguignons qui ont influencé certains historiens jusqu'à nos jours. Sa fidélité et sa loyauté sont encore reconnues envers la monarchie française. Préjean Frottier, fils de Pierre et cousin de Floridas, est né vers 1425 à Lussac-les-Châteaux. Malgré son nom, la commune de Lussac-les-Châteaux n'a connu qu'un seul château dont il ne reste que les vestiges des piles du pont-levis. Il est décédé à Preuilly-sur-Claise dans le château familial. Suivant les pas de son père, il devint grand chambellan de René d'Anjou. Il avait accès en permanence à la chambre du duc d'Anjou et son rôle primitif était la direction de la chambre et la garde-robe du duc. Cet office procurait une très grande proximité avec la personne royale et était confié à des conseillers proches. Il épousa Isabeau de Billy, dame de Thurée, dont ils eurent 5 enfants. Pierre, François, Jeanne, Griségonel et Isabeau. Pierre et Griségonel obtinrent les fiefs d'Indre, le Blanc et Azelferon, et d'Indre-et-Loire, Preuilly. Jeanne, quant à elle, le fief de la Messelière dans la Vienne. Griségonel est apparu dans un procès avec Jacques Isoré de Pleumartin, ont perpétré avec plus d'une 50aine de complices excès et voies de fait sur leurs occupants. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la famille Isoré de Pleumartin, un des leurs est connu pour sa cruauté envers un huissier venu en son château pour enquérir son dû. Jeanne Frottier, cette dernière, a épousé en 1495 Léoné Jean Tavot de Mortemer, fils de Geoffroy Tavot, seigneur de Lussac-les-Châteaux. Voici le premier lien entre la famille Frottier et la famille Tavot. Même si Préjean n'a pas été propriétaire de Fougeray, son histoire et son union ont leur importance pour la suite de l'histoire des Frottier. La branche de Pierre Frottier est éteinte. Le frère cadet de Pierre, Colin Frottier, est l'auteur des branches subsistantes, Frottier de la Messelière, Frottier de Bagneux et Frottier de la Coste-Messelière. Les fiefs de Colin se situent en grande partie dans la Vienne, autour de Caux. Caux est une commune du centre-ouest de la France située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine. Pour certains, Caux signifierait colline, pour d'autres, queue d'eau. Au Moyen-Âge, des fiefs se constituent et de nombreux châteaux encore existants sont érigés. Plusieurs châteaux et logis sont édifiés le long des vallées, souvent en position dominante, la Messelière, Puyrajoux, Fougeray, Chamousseau, Ressonneau, l'Angelerie. Les Cordeliers. L'organisation religieuse se met en place autour de la paroisse et de son église Saint-Martin et du couvent des Cordeliers. Les droits féodaux des Frottiers s'étendaient sur les fiefs de Chamousseau, de la Messelière, de Fougeray et au-delà de la paroisse de Caux. La Messelière, au XVe siècle, est garnison militaire. Située à la limite de la commune de Moussac-sur-Vienne, la date de la première construction du château de la Messelière est supposée du Xe ou XIe siècle.
La Messelière appartenait alors à la famille de Faugères, ou Fougeray, depuis la seconde moitié du XIIIe siècle. En 1325, le château appartient à Jean de Faugères. Le fief fut transmis par alliance vers 1420 à la famille Frottier, toujours propriétaire de nos jours. La Messelière et Chamousseau passent par mariage à la famille Frottier. C'est Isabeau Dussault, héritière de ces fiefs, qui épousa Colin Frottier, le père de Floridas, au début du XVe siècle. Cette forteresse, réputée imprenable jusqu'au milieu du XIVe siècle, fut cependant attaquée par surprise par Guy de Blom, seigneur de Ressonneau, qui, après s'y être retranché, l'incendia et le détruisit en 1357. Il est rapporté que le seigneur de Ressonneau, qui avait des complices, avait fait plusieurs forfaits comme piller, mettre le feu, forcer des femmes, des meurtres et plusieurs autres ravages dans tout le pays entoure la forteresse de la Messelière et d'ailleurs. Colin Frottier, frère de Pierre Frottier et père de Floridas, préféra une autre demeure. Et c'est Guy Frottier, frère de Floridas, seigneur de la Messelière, et son épouse Jeanne de Maillet qui firent reconstruire la Messelière sur le milieu du XVe siècle. Le donjon se présente actuellement comme une construction carrée à 3 étages, flanquée aux angles par 4 tours rondes couronnées de machicoulis. Ce donjon fut construit dans la tradition militaire à la fin du XIVe siècle, issu du château de Vincennes. Guy Frottier fit aussi rénover et reconstruire les châteaux de Chamousseau et Chambonneau, sur la seconde moitié du XVe. L'ensemble était entouré de bâtiments formant 2 cours en losange. Le logis, adossé au château, fut construit en partie sur les bases de l'ancien château détruit en 1350. La porte d'entrée est ornée d'un écusson aux armes des Frottiers. Le château de Chamousseau, situé à l'intérieur des terres, est mentionné comme habité en 1314. Il est indiqué qu'une première forteresse construite sur ce site a pu être ruinée en 1357 par le seigneur de Ressonneau, faisant beaucoup de dégâts dans la région à cette époque. C'est sans doute Pierre Frottier qui le fit élever. La construction comprenait un corps de logis défendu par 3 tours rondes, dont la plus grosse était percée de canonnières et entourée de douves sèches. Aujourd'hui, seulement une partie du logis ainsi que la tour d'entrée du château abritant l'escalier à vis subsistent. Sur le linteau de la porte d'entrée est gravé le blason des Frottiers. Seul vestige de son utilisation militaire, la bretèche a 3 sorties ainsi que les diverses canonnières. Le château actuel aurait donc été reconstruit d'après certains par Guy Frottier, seigneur de Chamousseau, entre 1447 et 1487, qui se signala par son activité de bâtisseur. C'est lui notamment qui fonda le couvent des Cordeliers de la Rallerie près de Caux et qui fit également reconstruire le donjon de la Messelière. Le lieu de Fougeray est cité dès 1337 avec un certain Elias de Fougerec, né en 1295. Isabeau Dussault, son arrière-arrière-petite-fille, hérite du fief de Fougeray qui domine la vallée de la Vienne depuis une falaise haute de 38 mètres. Le lieu possède également un parc de 10 hectares bordant la Vienne, mais également de la Messelière, de Chamousseau, de Chambonneau. Dès 1416 et jusqu'à la Révolution, les sources évoquent le chastel noble de Fougeray, fief de haute justice. Fougeray est occupé et peut être bâti par une des plus anciennes familles de France, les Frottiers. La construction du château actuel remonte à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe, mais il est surtout le résultat de la reconstruction du XIXe dans un esprit néo-gothique très en vogue à l'époque. Fougeray, trônant sur sa haute falaise, assied aujourd'hui les restes de sa féodalité. La construction d'origine présente des liens de parenté avec celle de Chamousseau. Un corps de logis rectangulaire flanqué de 3 tours rondes. Les seuls éléments architecturaux extérieurs originels restants sont les bretèches et les fenêtres à meneaux et les archères. Guy Frottier, fils de Colin, est le frère aîné de Floridas. Il y avait en ce lieu, avant la fondation du couvent, une chapelle dédiée à Saint Jérôme, desservie par 2 ermites. Cet ancien couvent, qui fut occupé par des moines franciscains, est appelé les Cordeliers en raison de la corde autour de leur taille. Fondé au début du XVe siècle par Guy Frottier, seigneur de Fougeray entre autres, le couvent dépendait du château du même nom et pouvait accueillir jusqu'à 12 frères.
C'est alors un couvent modeste, mais prospère, érigé par le travail des moines et protégé par les Frottier et d'autres familles nobles du voisinage. En octobre 1652, pendant les guerres de religion, des protestants ravagent la région et le couvent est incendié et en partie détruit. Il est ensuite restauré grâce aux rentes, dons et legs accordés par les personnalités des environs, souvent en échange de messes dites à l'intention de leur famille. Guy Frottier a épousé Jeanne de Maillé-Brézé vers 1455. Pour son épouse, mariée 4 fois et toujours suite à un veuvage, c'était sa 3e union. Au XVIIe siècle, le couvent sert d'établissement de correction pour les prêtres dont la conduite ne satisfait pas l'évêque de Poitiers. À la Révolution française, les 3 moines qui occupent encore le couvent doivent évacuer les lieux et les cordeliers sont vendus en 1791 à un autre propriétaire du château de Fougeray, M. Brin-Prélon, dont nous parlerons dans un autre épisode. On connaît le manoir de Ressonneau depuis 1292. C'est un ancien fief de la baronnie de Calais. Il est dit château et appartient au milieu du XVe siècle à la famille Frottier. Floridas Frottier est né vers 1433. À la mort de son père Colin, Floridas est âgé d'environ 14 ans. En 1447, il était avec ses sœurs sous la tutelle de son frère Guy. En juillet 1450, Floridas épousa Marguerite Bellon, fille de Guillaume, seigneur de Ringères, de la Bourdalière et de Dercé. L'origine de cette dernière est incertaine. Le patronyme Bellon a son origine dans la Manche, mais Ringères, Dercé et la Bournalière sont des fiefs se situant au nord de la Vienne. On entendra d'ailleurs parler de Dame de la Bournalière dans une histoire assez rocambolesque. Étant sous la tutelle de son frère Guy, il est probable que ce mariage ait été arrangé, comme le fut également celui de ses sœurs cadettes. En 1462, la Dame de la Bourdalière part avec des gens armés et des serviteurs pour récolter le blé sur ces terres de la Bournalière. Soit dit en passant, le trajet s'effectuait en charrette vers le nord de la Vienne sur environ 75 km. Au moment de charger les sacs, elle demanda à ses gens d'aller chercher au village d'autres charrettes pour pouvoir charger le tout. Mais un des villageois, qui battait également le grain dans un champ, dit à Marguerite Bellon qu'elle n'aurait pas de blé. Bien sûr, celui-ci tenut tête à la dame, lui disant que le blé lui appartenait et non à elle. Il la menaça, et en bon serviteur, étant armé de javelines, d'arcs et arbalètes, ces gens défendirent la Dame de la Bournalière. S'en est suivi bien sûr une dure bagarre où le villageois fut oxy. J'ai retrouvé trace d'un procès attestant de ces faits. Le couple eut un fils, Geoffroy. Et Geoffroy s'est uni à Jeanne de Lezay-Lusignan. Pierre, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Jacques, qui est curé de Caux, Briand, seigneur de Fougeray, et Raoul, seigneur de Champonneau et Chamousseau. Foucault est lui, seigneur de Chambonneau. Charles, seigneur de la Messelière, de la Coste et de Melzéard. Seuls 2 garçons eurent descendance, Briand et Charles. Briand, seigneur de Fougeray, marié à Marguerite de Launay, qui n'eut qu'un fils. Charles, né vers 1510. Ce dernier, chevalier, seigneur de Fougeray, était lieutenant de la compagnie de gendarmes de Monsieur de la Béraudière. Charles II, né vers 1450, petit-fils de Briand, chevalier, seigneur de Fougeray, était lieutenant de la compagnie de gendarmes du seigneur de l'Île-Rouet. Il n'eut pas moins de 11 enfants. 2 garçons décédés jeunes, 2 autres seront chevaliers de l'ordre de Malte, un fut tué en duel, un garçon fit descendance pour le nom des Frottier, les autres des filles, dont Jeanne, l'aînée de tous, hérita de Fougeray. Cette dernière épousa Claude Tavot, écuyer, seigneur de la Tour aux Cognons en 1606 à Caux. Elle donna naissance à 6 enfants, dont Louis Tavot, grand-père d'un des propriétaires de Fougeray, né au XVIIe siècle, et mentionné dans une sombre affaire. Nous l'évoquerons dans un prochain épisode. On retrouve de nombreux procès concernant la famille Frottier et pas moins de 10 concernant Pierre Frottier, qui dès 1423 l'opposait au procureur général, Monsieur de Beaucourt, qui lors de sa plaidoirie avait tracé de ce favori de Charles VII un portrait peu flatteur.
Il était accusé pour manquement grave et outrage envers le lieutenant du sénéchal de Poitou, alors maire de Poitiers. En 1431, un procès pour affaire criminelle contre de Salvignac. En 432, procès à cause de sa femme, qu'il intentait contre sa propre sœur Louise de Preuilly. Un autre en 434, contre Raoul de Gaucourt et ses beaux-frères à cause de l'héritage de leur beau-père. Je ne trouve aucune trace de procès concernant Colin, le père de Floridas, frère de Pierre. Il semble avoir un caractère plus docile que ce dernier. Guy Frottier et son épouse Jeanne de Maillé-Brézé avaient fait don de tous leurs biens en 1466 à leur cousin Préjean Frottier, le fils de Pierre, se réservant l'usufruit. Se voyant sans enfant et probablement mécontent de son frère Floridas et par amitié pour son cousin Préjean, Guy Frottier et son épouse firent don à ce dernier de tous leurs biens. Mais Geffroy Frottier et Geffroy Tavaux firent grand procès. Jeanne de Maillé-Brézé, qui était la nièce par alliance de Geoffroy Tavaux, mais également son ex-belle-sœur. Comme je vous l'expliquais précédemment, Jeanne de Maillé-Brézé s'est mariée 4 fois, dont en 2e noces avec Sandebo d'Oradour, frère de Marie, l'épouse de Geoffroy Tavaux. Floridas fit grand procès contre son neveu Préjean également et se porta héritier de son frère Guy. Geoffroy, son fils, dont il avait la curatelle, fit casser l'arrêt de donation qui avait été fait à Préjean Frottier. En janvier 489, ils parvinrent à un accord. Les seigneuries de la Messelière, de Chamousseau, de Fougeray et autres demeurèrent à Geoffroy Frottier, ainsi que les autres biens acquis par son aïeul Guy. Et ce ne serait malheureusement pas le seul procès des Tavaux, car coutumier d'actes de violence et d'escroquerie. Mais nous en reparlerons dans la prochaine vidéo sur la famille Tavaux. Il faut savoir également que Jeanne de Maillé-Brézé et son mari Guy étaient en procès depuis 1448 suite à un acte frauduleux fin et simulé, une véritable escroquerie en somme, réalisée par Geoffroy Tavaux sur un bien immobilier de Jeanne de Maillé-Brézé sur le fief d'Empuré. En 1482, cette affaire compliquée fut reprise par Floridas après la mort de son frère Guy, ou plutôt en son nom par son fils Geoffroy, qui lui avait été donné comme curateur par autorité de justice, parce qu'il était dit simple et sans grand sens et entendement. Je vous rappelle que Jeanne et Léoné, le petit-fils de Geoffroy Tavaux, se sont unis quelques années après cette affaire, et c'est ainsi que les familles Frottier et Tavaux commencèrent à être liées plus intimement. Certes, pas sous de meilleurs augures. De nombreuses personnalités célèbres descendent de Floridas. Paul et Virginie est le roman d'une idylle écrite par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. L'idylle de 2 enfants élevés ensemble depuis leur plus jeune âge, par 2 mères monoparentales, dans la splendeur naturelle des paysages tropicaux du Nil et dans l'isolement du reste du monde. Ils mènent une vie idyllique, baignant dans la vertu, la simplicité et l'altruisme, vivant du travail de leurs mains et de ce que leur prodigue la nature. Mais Virginie se noie au cours d'un naufrage. Ce livre est connu aujourd'hui dans le monde entier. L'une des scènes importantes du récit, le naufrage de Virginie, aurait été inspiré par un fait divers qui s'est produit en 1744. Le 17 août de cette année-là, disparaissaient 2 amants dans le naufrage du navire Saint-Géran. Madame Caillou, une créole, et Monsieur Longchamp de Montendre, enseigne de vaisseau. C'est la passagère Louise-Augustine Caillou qui inspira la mort de Virginie. Créole de Bourbon, fille de Louis Caillou, chirurgien-major de la Compagnie des Indes, elle était fiancée à Louis de Longchamp-Montendre, première enseigne à bord du Saint-Géran. Quand le navire sombra, Montendre se jeta à l'eau pour lui montrer que l'on pouvait gagner la côte en s'accrochant à un débris de bois. Puis il remonta à bord et lui demanda de se dévêtir. Louise-Augustine refusa. Montendre insista, la supplia. Ne parvenant pas à la convaincre, Montendre décida de rester auprès d'elle et ils périrent ensemble. Athénaïs de Rochechouart est née en octobre 1640 à Lussac-les-Châteaux. Elle est élevée au couvent de Saintes en Charente-Maritime jusqu'à ses 17 ans. Une idylle se noue entre Françoise Athénaïs et Louis-Henri de Pardaillan. Les familles se concertent en vue du mariage qui est célébré peu de temps après la rencontre. Gascon fringant, amusant et séduisant, Louis-Henri de Pardaillan, comme son épouse, aime la vie et la fête. Désormais mariée, Françoise Athénaïs ne peut plus assurer la fonction de fille d'honneur à la cour. C'est sa sœur aînée, la marquise Gabrielle de Tiange, qui lui ouvre les portes du palais royal.
Elle devient bientôt une familière de l'entourage du frère du roi, qui apprécie sa vivacité d'esprit et surtout son art de paraître délicieusement dans les ballets, aussi irrésistibles en nymphe qu'en amazone. En 1664, Louis XIV veut nommer 6 dames d'honneur pour la suite de la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Grâce à l'appui de sa sœur et à l'entremise de Monsieur, le frère du roi, Françoise Athénaïs réussit à obtenir une de ses charges. Désormais, Françoise Athénaïs et Louis-Henri vont vivre leur vie chacun de leur côté. Arrivée à la cour de France peu après, grâce à l'intervention d'Anne d'Autriche, la jeune fille est attachée au service d'Henriette d'Angleterre, belle-sœur du roi Louis XIV. La marquise devient la maîtresse du roi en mai 1667. Son mari fait alors un scandale à la cour lorsqu'il apprend la nouvelle. Il sera promptement enfermé à Fort-l'Évêque, puis exilé sur ses terres de Gascogne. En 1673, le roi reconnaît et légitime les enfants que la marquise lui a donnés. Cependant, pour éviter un esclandre du marquis de Montespan, le nom de la marquise est omis dans les actes de légitimation. Ses grossesses successives lui ayant fait perdre une partie de sa beauté, Madame de Montespan redoute la disgrâce. Malheureusement, ce sont ses enfants qui vont être à l'origine de celle-ci. En effet, pour s'occuper de leur éducation, la marquise de Montespan choisit Françoise d'Aubigné. Le roi tombe rapidement amoureux de cette femme et la fait marquise de Maintenon. Délaissée par le roi, détestée par l'entourage de la duchesse de Fontanges et de la marquise de Maintenon, son nom est prononcé dans l'affaire des poisons en 1680. Elle reste à la cour de Versailles jusqu'en 1691, puis se retire au couvent de l'abbaye de Fontevraud, où elle terminera ses jours. Elle décède en mai 1707. Philippe de Chérisey est un comédien et écrivain français. Il s'est illustré dans la création notamment de faux documents et dans l'élaboration d'un canular concernant l'histoire des Templiers. Il décide de devenir comédien contre la volonté de sa famille et intègre le cours Simon en 1946. Il joua d'ailleurs dans Les Jeux interdits en 1952, un second rôle comme le reste de sa filmographie. En marge de son métier de comédien, Philippe de Chérisey, qui passait beaucoup de temps dans les bibliothèques, s'amusa à forger de faux documents pour son ami Pierre Plantard, le présentant comme descendant du roi Dagobert II. Il confectionna aussi pour ce dernier, dans le cadre de leur élaboration commune de la supercherie dite du prieuré de Sion, liant Templiers et trésors de Rennes-le-Château, plusieurs documents sur le prieuré qui furent déposés avec ceux relatifs aux mérovingiens à la Bibliothèque nationale à Paris durant les années 1960. Philippe de Chérisey fut donc un mystificateur, mais surtout un blagueur, amateur de jeux de mots et d'énigmes langagières. Christophe Malavoie est acteur et réalisateur français. Peu porté par les études, mais doté d'une grande sensibilité artistique, l'adolescent marqué par la vision de Jour de fête de Tati se tourne bientôt vers la comédie et débute au sein de la troupe de Roger Louret. Il est bientôt remarqué dans des comédies au charme nostalgique comme Family Rock, pour lequel il décroche en 1983 le César du meilleur espoir masculin. Petit-fils d'un poilu, mort dans les tranchées, une histoire dont il tirera un livre puis un téléfilm, Christophe Malavoie sera souvent le héros fougueux d'œuvres qui ont la guerre pour toile de fond. Dans les années 90, l'acteur se fait moins présent sur les plateaux de cinéma. C'est le petit écran qui lui offre ses rôles les plus marquants. Et ensuite, il passe derrière la caméra dès 1997. Dominique de Villepin est diplomate, écrivain, avocat et homme d'État français. Considéré comme un visionnaire par les uns pour son discours à l'ONU en 2003, critiqué par ses détracteurs pour le mouvement contre le contrat première embauche et l'affaire Clearstream, Dominique de Villepin est un diplomate de formation et un proche collaborateur de Jacques Chirac depuis 1981. Chirac, élu président de la République, le nomme en mai 1995 secrétaire général de la présidence de la République. Il est successivement ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, avant d'être nommé Premier ministre par le président le 31 mai 2005. Depuis, en retrait de la vie politique française, sa position sur la guerre contre le terrorisme a été remarquée à la suite des attentats du 13 novembre 2015 en France. Georges Guinemer est l'un des pilotes de guerre français les plus célèbres de la Première Guerre mondiale. Lorsque la guerre éclate, le 2 août 1914, Georges Guinemer se rend aussitôt à Bayonne pour s'engager. Les médecins militaires, le trouvant trop chétif, le déclarent inapte.
Il est désespéré, suppliant son père d'utiliser les relations qu'il a gardées dans l'armée. Un matin, en voyant des avions militaires se poser dans le champ d'aviation de la plage d'Anglais, celui de la Chambre d'Amour, il demande à l'un des pilotes comment s'engager dans l'aviation. Le 22 novembre 1914, il est engagé au titre du service auxiliaire comme élève mécanicien à Pau. Il y approfondit sa connaissance des avions, il veut devenir élève pilote, mais le personnel du service auxiliaire n'a pas le droit de voler. Il remporte malgré tout 53 victoires homologuées, plus une trentaine de victoires probables en combat aérien. Fait notable, il survit 8 fois après que son avion a été abattu. Il est affecté durant sa carrière à l'escadrille numéro 3, dite escadrille des Cigognes, unité de chasse la plus victorieuse des ailes françaises entre 1914 et 1918. On le reconnaissait en vol par ses avions peints en jaune et baptisés Vieux Charles. Sa postérité vaut à Georges Guinemer de devenir le héros emblématique de l'école de l'air à Salon de Provence. Dans la matinée du 11 septembre 1917, le capitaine Guinemer, parti en reconnaissance dans la région des Flandres, s'est trouvé, au cours des péripéties d'une poursuite d'avions ennemis, séparé de son camarade de patrouille et n'a pas réapparu depuis. Tous les moyens d'investigation mis en jeu n'ont donné jusqu'à ce jour aucun renseignement complémentaire. La semaine précédente, les 2 avions qui lui avaient été attribués avaient accumulé les pannes mécaniques. Ni l'épave de son avion, ni son corps, ni les effets personnels ne furent retrouvés. Mais les Allemands annonceront qu'il a été abattu. Le capitaine Georges Guinemer est porté disparu au combat par son commandant d'escadrille. Cependant, un journal allemand de propagande donne les informations suivantes. 1er septembre 1917 à 10h du matin, un aviateur français s'abattit à environ 700 mètres au nord-ouest du cimetière situé au sud de Poelcapelle. Le sous-officier allemand B se rendit avec 2 hommes à l'endroit où s'était produite la chute. L'avion était un monoplace. L'une de ses ailes était rompue. Le sous-officier B détacha l'aviateur mort de son siège. Le cadavre avait reçu une balle dans la tête. Une jambe et une épaule étaient brisées, mais sa figure était reconnaissable et ressemblait à la photographie qui se trouvait sur sa carte d'identité portant le nom de Georges Guinemer. Armand Jean Duplessis, dit cardinal de Richelieu, est un homme d'église et homme d'État français. Initialement destiné au métier des armes, il est contraint d'entrer dans les ordres afin de conserver à sa famille le bénéfice de l'évêché de Luçon. Temporairement ministre des Affaires étrangères en 1616, il est nommé cardinal en 1622 et devient principal ministre d'État de Louis XIII en 1624. Il reste en fonction jusqu'à sa mort en 1642, date à laquelle le cardinal Mazarin lui succède. La fonction exercée par Richelieu auprès de Louis XIII est souvent désignée comme ministre principal du roi, dont l'action englobe aussi bien des dimensions politiques, diplomatiques et coloniales que culturelles et religieuses. Richelieu souffre dans les dernières années de sa vie de fièvres récurrentes, peut-être la malaria, de rhumatisme et de gouttes. Il ne se déplace d'ailleurs plus que dans une chaise à porteur. Il souffre également de tuberculose intestinale et d'une ostéite tuberculeuse qui fait suppurer son bras droit, ainsi que de migraines, ce qui accentue son hypocondrie. Les lavements et les saignées pratiqués à l'époque par ses médecins ne font que l'affaiblir. Crachant fréquemment du sang, il meurt le 4 décembre 1642, probablement des suites d'une tuberculose pulmonaire, son autopsie ayant révélé des nécroses aux poumons. Les exigences de sa politique ont rendu le cardinal tellement impopulaire qu'à l'annonce de sa mort, le peuple alluma des feux de joie pour fêter l'événement. Niki Saint-Phal, de son vrai nom Catherine de Saint-Phal, est une plasticienne artiste peintre, graveuse, sculptrice et réalisatrice de films franco-américaine. Un an après le départ précipité de sa famille des États-Unis, ruiné par le krach boursier de 1929, son père dut en effet renoncer à la banque new-yorkaise Saint-Phal & Co, dont il était propriétaire. Renommée Niki par sa mère, à l'âge de 4 ans, la petite fille passe les premières années de sa vie au domicile de ses grands-parents, dans la Nièvre, avant de rejoindre ses parents réinstallés aux États-Unis, à Greenwich. Là-bas, elle est élevée par une nourrice qu'elle surnomme Nana. L'année de ses 11 ans, elle est violée par son père. Traumatisée par cet acte, dont elle ne guérira jamais vraiment, Niki Saint-Phal explique plus tard avoir trouvé dans l'art une sorte de thérapie qui calmait le chaos, qui agitait son âme et fournissait une structure organique à sa vie. Elle travaille un temps comme mannequin pour Vogue et Life Magazine, puis se marie à l'âge de 18 ans avec l'écrivain Harry Matthews.
L'année 1953 marque un tournant pour elle. Souffrant d'une grave dépression, Niki Saint-Phal est hospitalisée. Peignant et dessinant beaucoup lors de son rétablissement, la jeune femme décide dès lors de se consacrer pleinement à l'art. L'année suivante, elle rencontre l'artiste suisse Jean Tinguely à Paris. Jouant de sa beauté, de son talent à porter les toilettes les plus étranges, l'artiste a très vite attiré l'attention des médias sur elle et du même coup sur le couple qu'elle forme avec son compagnon, devenu ensuite son époux. Avec lui, elle va réaliser un grand nombre de sculptures, architectures, soit sur commande, soit pour le simple plaisir. Et puisqu'il faut conclure, voilà bientôt 20 ans que je me suis lancée dans la généalogie, l'histoire des familles, où la vie est faite d'histoires et d'événements ayant des retentissements plus ou moins personnels et collectifs. Nous sommes donc arrivés au bout de la route, un voyage par petites étapes au pays d'ancêtres que j'ai voulu partager avec vous. Nous avons parcouru ensemble 4 siècles environ, avec même quelques échappées dans le temps. Le chemin n'a pas toujours été rectiligne, je l'ai pris dans un sens puis dans l'autre, j'ai rencontré des carrefours, pris ou non des bifurcations pour parler des épouses, emprunté des chemins de traverse, j'espère que chacun s'est retrouvé dans mes pérégrinations. Ainsi se termine donc le voyage dans le monde de la famille Frottier. Grâce à la branche qui porte cette lignée d'ancêtres de Floridas et leurs épouses, nous avons pu découvrir un peu de ce que furent pendant plusieurs siècles, depuis la fin du Moyen-Âge, la vie des chevaliers de cette région. En effet, l'histoire de ceux-là s'est avérée illustre, de façon parfois exemplaire, dans les heurts et malheurs du monde de ces temps. J'ai essayé de camper leur environnement social, économique et politique, tel que nous le percevons aujourd'hui à distance. C'est toujours ce qui me frappe quand nous abordons le passé. Nous parlons de là où nous sommes et non de là où ils sont. Leur regard n'était pas le nôtre. Je tiens à remercier vivement Véronique et François pour leur accueil chaleureux et pour l'attention que vous nous portez à chacun de nos séjours, enrichissant à tous les niveaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, et à bientôt pour un nouvel épisode sur la famille Tavo.